C'est un terrain incroyable, une richesse inouïe. Ce qu'on découvre ici, c'est non seulement la grande diversité, mais aussi la présence, la forte présence de populations qui ont une culture orale. Ça change complètement la compréhension qu'on peut avoir de l'illettrisme et il faut rechercher des approches nouvelles, différentes de la, entre guillemets, lutte contre l'illettrisme. En bordure de l'Amazonie, entre le Brésil et le Suriname, la Guyane est le seul département français d'outre-mer sur le continent sud-américain. D'une superficie égale au 6e de la métropole, cette région est recouverte à 90% par une forêt équatoriale dense et riche d'une grande biodiversité. Ses 200 000 habitants occupent essentiellement le littoral atlantique et les berges des fleuves frontaliers, le Maroni et l'Oyapock. La population guyanaise est formée de nombreuses communautés qui se différencient très fortement sur les plans du mode de vie, de l'organisation sociale et familiale, des systèmes culturels, des traditions et des langues. En Guyane, le français n'est pas, au même titre que dans d'autres régions, la langue maternelle d'une part importante de la population, ni même la principale langue de communication quotidienne. Certaines communautés sont de tradition orale, ce qui impose un certain nombre de précautions lorsqu'est évoqué, à leur propos, le problème de l'illettrisme, puisque l'illettrisme se définit principalement par rapport au degré de maîtrise du code écrit. À la mise en place du dispositif permanent de lutte contre l'illettrisme, il a été décidé de promouvoir une approche de formation qui prenne en compte au mieux la diversité culturelle et linguistique des usagers en formation et du contexte guyanais en général. Pour faire face à toute cette diversité de langues, de parcours, de cultures, très vite l'approche interculturelle s'est imposée. Nous avons d'abord rassemblé des références théoriques pour construire notre cadre de travail et appuyer notre expérience. Après quelques années de fonctionnement, nous avons pensé qu'il serait vraiment intéressant d'analyser et de formaliser notre pratique pour définir mieux notre façon de travailler et l'approche interculturelle spécifique à la Guyane. Nous avons donc contacté Jean-Paul Hautecoeur, dont les recherches effectuées à l'UNESCO avaient beaucoup inspiré nos principes de fonctionnement. Il nous a proposé la mise en place d'une recherche-action et donc on a constitué un groupe de travail en fin 2001. Sous la direction de Jean-Paul Hautecoeur, on a travaillé environ 3 ans et ce film vous présente nos pratiques et nos réflexions. Par approche interculturelle, on entend 3 choses. D'abord, l'apprentissage de la diversité, la découverte de la diversité culturelle dans le monde et au local. Ça veut dire qu'on apprend à se redécouvrir soi-même en rapport avec les autres. Et à découvrir les autres dans la remise en question ou la déconstruction de soi-même. Le deuxième aspect, c'est un attrait aux valeurs, à l'éthique des relations humaines. C'est un débat. Les gens ont à choisir et à partager sur ce que sont ces valeurs et sur leur choix de société. Qu'est-ce qui est juste? Quelle est l'attitude juste à avoir avec des gens qui, dans une société, peuvent être considérés comme inférieurs? C'est le cas dans les rapports minorité-majorité dans la plupart des sociétés. Le troisième aspect de l'approche, d'une approche interculturelle consiste à acquérir des nouvelles compétences dans le domaine de la gestion de la diversité culturelle. On peut poser la question comme ça, comment on peut vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on doit changer dans les relations humaines pour mieux vivre ensemble?
Moi, je parle différentes langues. Je parle en Kalinia, le Sranatongo, le hollandais, l'espagnol, le français, l'anglais et un petit peu créole. Le multilinguisme dans la société, mais pas dans les classes supérieures ou dans les classes lettrées, chez tout le monde, dans les classes populaires. Je suis surpris de découvrir que des gens parlent 5, 6, 7, 8 langues. Il faut absolument en tenir compte dans une approche d'alphabétisation, d'éducation populaire, de formation de base. Je parle hollandais, le Sranatongo, un petit peu de français, un peu d'anglais aussi. 4 langues? Oui. Ta vraie langue, c'est quoi? Comment? Ta vraie Hindustani. Langue. Oui, c'est ça mon vrai. Hindustani, ma langue. Ah oui, Oui. 5 langues. Oui. Comme on apprend déjà à parler le français, il faut qu'on parle en français. Mais parfois, bon, quand il y a des choses difficiles à expliquer, on dit hollandais et comme ça on parle avec Jovel comment on va dire ça en français. Le multilinguisme, loin d'être un obstacle, est un véritable atout pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français dans les formations du DPLI. Le plurilinguisme, c'est une ouverture. La personne qui parle plusieurs langues comprend le monde de différentes manières en fonction de la langue qu'elle parle à un moment donné. Ensuite, sur un plan peut-être purement cognitif, on sait aujourd'hui que différentes langues activent différemment les aires du cerveau ou activent un peu différentes aires du cerveau. Donc quelqu'un qui parle plusieurs langues a un cerveau plus actif en général. Alors on sait que toutes les expériences antérieures d'apprentissage d'autres langues vont venir en aide à la personne qui apprend par exemple aujourd'hui en Guyane le français. Les personnes qui parlent plusieurs langues sont très attentives aux informations qui leur viennent par l'oreille, donc sont capables d'enregistrer de nouveaux mots, de nouvelles musicalités d'une nouvelle langue très facilement. Alors dans la formation en Guyane, les formateurs sont confrontés à des élèves ou à des stagiaires plutôt alloglottes, c'est-à-dire des stagiaires qui ne parlent une langue autre que le français. Dans ces cas-là, on a 3 options. La première option, c'est que le formateur va essayer de rentrer en communication avec le stagiaire avec la méthode directe par exemple, qui est plutôt d'utiliser des gestes, des mimiques, de théâtraliser un peu les échanges. La deuxième option, c'est que le formateur parle déjà la langue et dans ce cas-là, il va l'exploiter. Pas à tous les moments, mais il va l'exploiter en partie. Et la troisième option, c'est que le formateur apprenne la langue du stagiaire progressivement et essaye d'échanger avec le stagiaire dans l'idée de « je t'apprends le français qui est ma langue et en échange tu vas m'enseigner ta langue qui est le Sranan ou le Nenge ou le Kalinia ». Vous savez l'image que vous avez. Donc, Yumusulukumi, bon, Samagi Mordo, Otrawangi Suwordo et Otrawan Mordo, ok? Vous vous rappelez le tour qu'on a fait? Tout ce que j'utilise actuellement, maintenant, c'est des choses que moi j'ai utilisées et que j'ai dû utiliser pour apprendre le français ou pour parler français et pour parler d'autres langues, pour pouvoir m'adapter. Parce qu'au fil des années, je me suis retrouvé avec plusieurs langues. La langue de ma mère qui est le thaï, la langue de mon père qui est le berbère, la langue de l'école qui était l'arabe. Et après, quand je suis arrivé en France, il a fallu que j'apprenne le français. Il a fallu, vu que j'étais mauvais à l'écrit, vu que j'écrivais dans un autre sens, j'ai dû ne pas écrire. Donc j'ai développé une mémoire qui était celle de l'oral. Et c'est ce qui m'a sauvé. Moi, je suis le plus beau. Mais maintenant, Yumusu Waka, vous devez marcher comme des top modèles et dire « Je suis la plus belle, je suis le plus beau ». Quand je suis arrivé ici, je me suis dit ces gens-là me ressemblent parce qu'ils ne sont pas du tout à l'aise avec l'écrit, vu que ça n'existe pas. Et on les a frustrés parce qu'on n'a pas mis en valeur l'oralité, alors que dans leur culture, c'est ça qui est mis en avant, c'est leur façon d'être à l'oral. Et donc j'ai essayé de retravailler ça dans ce sens-là et de leur montrer que le plus important, quand on parle, quelle que soit la langue, c'est d'être compris. Et donc à partir de là, il faut ne pas oublier de continuer à être expressif, même dans une autre langue. Vous devez regarder dans les yeux et vous ne devez pas toucher. Vous avez vu, je ne l'ai pas touché. D'accord? Vous devez juste mettre de l'énergie. Ok? On y va. Landradi, Renia. Renia, vous êtes prête? Allez, c'est un duel. On y va.
C'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc j'ai utilisé toutes les méthodes que je connais, même du conditionnement. Je me dis pas, je ne parle pas la langue. Quelle que soit la langue que j'aborde, je parle cette langue et eux, ils doivent se dire la même chose. Donc je les prépare à ça, à se sentir fort et à se sentir à l'aise avec l'autre parce que l'autre n'est pas là pour le détruire quand il fait une erreur. L'autre est là pour l'écouter, il l'attend et il a envie d'échanger. Lui montrer que tout le monde, on est des gens bien, on vit avec des gens bien et dans un monde bien, quand on part dans ces bases-là, tout va en progression. Il n'y a rien qui empêche de devenir un astronaute, quoi. De même que leur public, les formateurs parlent aussi plusieurs langues. Ils utilisent leurs connaissances et leurs expériences pour nourrir leurs pratiques pédagogiques et proposer un cadre d'apprentissage dynamique. Le fait de parler la langue des usagers nous aide beaucoup dans la formation parce que dans un premier temps pour l'accueil, ça nous facilite la tâche administrative avec les stagiaires et face à eux d'avoir quelqu'un qui parle leur langue, ça les met plutôt à l'aise. Et dans un deuxième temps, lors de la formation, on les comprend mieux et par rapport à ça, on peut mettre en place notre programme pédagogique. Évidemment, on ne peut pas demander aux formateurs de devenir des locuteurs de toutes les langues de Guyane. Les compétences linguistiques des formateurs se situent sur un autre niveau. En particulier, il nous paraît vraiment nécessaire que les professionnels développent une curiosité, une ouverture d'esprit envers les langues de Guyane. Qu'ils connaissent les langues des usagers qu'ils vont accueillir, qu'ils connaissent les groupes linguistiques auxquels ils appartiennent. Et bien sûr, il est tout de même nécessaire qu'ils aient au moins des rudiments et des bases de linguistique en ce qui concerne le fonctionnement et la structuration du langage. Prendre en compte cette dimension ou cette diversité au sein du processus de formation traduit une volonté de s'inscrire dans l'environnement économique, linguistique et social de la Guyane. Cette nouvelle approche éducative a l'avantage de placer l'individu au centre du dispositif avec toutes ses caractéristiques et conduit le formateur à développer des stratégies et des activités lui permettant d'être sur un plan d'échange pour la transmission des savoirs. En travaillant à une approche de formation centrée sur le potentiel et les savoirs des apprenants, les formateurs et les intervenants du DPLI ont développé un nouveau mode d'intervention, basé sur la valorisation des savoir-faire des apprenants, l'apprentissage coopératif, le partage des connaissances et le dialogue interculturel. Je m'appelle Babi. Et toi? Moi, je m'appelle Malo. Mao. Comment ça va? Comment vas-tu? L'originalité de ce mode d'intervention est de faire déboucher l'activité d'apprentissage sur une création, une innovation culturelle. Ces créations peuvent prendre la forme de solutions d'adaptation développées par chaque participant dans divers domaines, mais aussi des formes concrètes. C'est le cas dans les activités artistiques. À Kourou, à l'atelier Palam, une artiste plasticienne a proposé une activité de création autour du thème « Broder votre rêve sur une moustiquaire ». Les brodeuses de rêve ont pu ainsi aborder le français, l'écrit, de façon originale et approcher l'art contemporain. C'était une façon de demander un petit peu, de donner la parole aux femmes à travers une technique qu'elles ont l'habitude d'aborder. Et au-delà de la technique, essayer d'arriver à un niveau beaucoup plus élevé, donc et quand même créer un travail artistique. C'est ça la motivation, c'est vraiment donner la parole à des femmes qui n'ont peut-être pas l'habitude de parler en dehors de la maison ou de s'exprimer devant tout le monde, quoi. Ce type d'activité permet aux participantes d'investir leur savoir-faire dans un travail nouveau et favorise les échanges de compétences. Tous les membres du groupe, formateurs ou usagers, deviennent tour à tour experts et transmettent leur savoir. Moi, je ne sais absolument pas broder, je ne suis pas une brodeuse. Le projet, c'est le concept de la broderie, donc je leur ai proposé ça. Moi, tous les travaux que j'ai fait en broderie, c'est de la broderie de base. Donc effectivement, j'ai appris des techniques. Et ça, c'est sur le plan
plastique, on va dire, mais c'est surtout du relationnel, quoi. Des éléments en volume, enfin pas en volume, en plein. Donc je vais chercher. Il y a une bonne entente dans le groupe et puis beaucoup d'échanges personnels. Dans le DPLI, l'a priori ou le préjugé, c'est d'abandonner ce qu'ils appellent un modèle de déficit, c'est-à-dire approcher positivement les gens. Et je crois que c'est à souligner, c'est une valeur clé de l'approche interculturelle. Autre exemple, les équipes de formateurs des ateliers de formation de Saint-Laurent et Mana ont opté pour un travail en atelier d'écriture comme première entrée dans l'écrit pour des personnes issues de communautés de tradition orale et débutantes dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Alors ce projet, c'est un projet essentiellement d'écriture, mais qui a pris des voies complètement détournées en faisant parler à travers le dessin, et en enregistrant, en racontant des histoires, en lisant des histoires. L'entrée dans les savoirs de base et dans l'écrit doit absolument prendre d'autres voies que la voie scolaire et la voie fonctionnelle, parce que sinon, je dirais, on voit que le côté contraignant de l'écrit et on ne voit pas le côté plaisir. Et donc, c'est vrai qu'une action comme celle-là, ça amène les stagiaires non seulement à prendre confiance en eux, mais à découvrir qu'ils ont du plaisir aussi à parler d'eux-mêmes, à aller chercher dans leurs souvenirs, à dessiner, parce que Claire a proposé des détours aussi pour aller vers l'écrit, c'est-à-dire le dessin, l'enregistrement audio, tout ce qui était aussi écoute, lecture. Ce qui m'a paru vraiment très riche, c'est ce mélange entre tous les savoirs et en particulier tous les savoirs langagiers ou en tout cas les savoirs de communication. On a vu des stagiaires qui n'hésitaient plus ou à nous dicter ce qu'ils avaient envie d'écrire ou bien à écrire avec les moyens qu'ils avaient sans se poser la question de la grammaire, de l'orthographe, etc. Il y a eu un échange de connaissances entre les gens de communautés hindoues, Juka, amérindiens et créoles. Donc là, il y a eu un échange parce qu'on a travaillé beaucoup l'écrit et l'oral en même temps. Et donc, ils échangeaient sur le devant, là, impromptu, ils échangeaient leurs idées. Et donc, comme vous avez pu le voir, ce travail a tourné autour des objets, de l'écrit, et des objets traditionnels, mais aussi beaucoup des objets affectifs. Dans l'optique d'une approche interculturelle des apprentissages, l'utilisation de la technique des ateliers d'écriture pour la découverte de l'écrit est particulièrement adaptée et porteuse de sens. C'est pas du tout deux concepts séparés. Atelier d'écriture et diversité culturelle, c'est quasiment la même chose. Si on s'intéresse à l'écriture, on s'intéresse à la communication, au fait d'échanger des choses et on est très intéressé par le fait d'être différents les uns des autres. Donc en ce sens, les ateliers d'écriture trouvent tout à fait leur raison d'être dans un système où on cherche à faire échanger les gens les uns avec les autres et où on cherche à ce que les uns et les autres s'écoutent, s'apprécient. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Au Centro de Lenguas, à Cayenne, une marionnettiste intervient en collaboration avec le formateur pour aider les stagiaires débutants en français à dépasser leur trac et à débloquer la parole. C'est la marionnette qui parle et le droit à l'erreur devient possible. Une nouvelle étape d'apprentissage peut alors commencer. Si on parlait directement à la personne, déjà il avait cette silence, enfin, comme tout à l'heure, des réponses, on pose une question, oui, non, avec des réponses courtes. Mais par contre, avec la marionnette, c'est plus facile parce que déjà, ça permet de donner la responsabilité à l'objet. C'est pas moi qui parle, c'est la marionnette qui parle, et avec ça, sont laissés aller, et voilà, ça marchait. C'est bon, beaucoup de femmes. C'est bon? Oui. Non, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. Ce soir? Ce soir. Ok, au revoir. Et après aller regarder les enfants jouer. Ouh. Et bon. C'est bon. Ce que vous venez de faire ici. Le fait que le groupe soit multilingue, l'apprentissage du français s'en trouve facilité. Oui, il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs origines sociolinguistiques. Et bon, c'est un des principes de ces ateliers, c'est de mélanger au maximum de façon à éviter qu'on retombe spontanément sur des dialogues dans une seule langue, quoi. Et donc on mélange au maximum et effectivement, le français devient un vecteur de communication au sein même du groupe. Ils sont obligés entre eux
quand ils communiquent entre eux, d'utiliser le français parce que sinon ils ne peuvent pas se faire comprendre. C'est aussi simple que ça. L'analyse des pratiques que nous avons effectuées tout au long de la recherche a mis en évidence différents types d'activités interculturelles. Tout d'abord, des activités sur le partage des cultures qui permettent de travailler et de déconstruire les préjugés et les stéréotypes. Ensuite, les activités qui tournent autour de l'échange de savoir, qui sont extrêmement riches et qui permettent, tout en valorisant les savoir-faire et les connaissances des usagers, de mettre en forme leur expérience et de les entraîner à l'expliciter et à la transmettre. Toutes les activités de découverte du monde qui exercent la curiosité et l'ouverture d'esprit. Et enfin, toutes les activités autour des arts et des cultures qui exercent la créativité. Sur le terrain, d'une part, l'approche interculturelle est mal comprise, elle n'est pas appropriée. Elle peut être carrément refusée, elle peut être utilisée de façon à régler les problèmes ou à éviter les problèmes, c'est-à-dire elle n'est pas assumée entièrement et jusqu'au bout. Ensuite, il peut y avoir une forme de refus de la part des professionnels qui pensent qu'ils sont là pour pour enseigner le français et non pas pour être ouverts aux autres, à la diversité. Bon. Donc, il y a une ambiguïté et une résistance sur le terrain. Par ailleurs, il y a des gens qui sont totalement acquis aux idées, aux valeurs et aux démarches de l'interculturalité et qui ont développé des compétences. Prête, Andy, look away, bon. Du point de vue des usagers, eh bien, souvent, on découvre qu'ils ont des compétences, ou on fait l'hypothèse qu'ils ont des compétences multiculturelles souvent inattendues et qui sont à l'opposé du modèle de l'illettrisme. Ils sont compétents, ils parlent beaucoup de langues, ils ont une histoire de vie riche qui leur a fait rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de situations et ils ont développé un savoir-faire de communication. Les usagers ne sont pas des illettrés. J'étais venu à l'atelier pour prendre le meilleur français, à parler, écrire, tout ça. Donc c'était très très bien pour moi, je suis très content. J'apprends beaucoup ici à l'atelier. Avant, je ne connais pas bien lire ni bien écrire, mais maintenant ça va mieux, ça va très bien maintenant. Mais je vais plusieurs de cours parce que ça m'a plaisir, je suis content. Je vais continuer comme ça, je te parlais et puis Catherine aussi, s'il n'y a pas plusieurs de cours pour moi parce que je vais continuer avec ces cours. Ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est très bien. Moi, personnellement, ça me sert beaucoup parce que comme j'ai des enfants, j'ai besoin de ça. Et ça m'aide beaucoup quand j'ai besoin de sortir. Je peux faire mes affaires toute seule. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider, pour parler à ma place. Je peux très bien me débrouiller et ça, l'atelier, ça m'aide beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à aller vers les gens pour parler. Qu'avant je ne faisais pas ça parce que j'avais peur de dire du mot que c'était pas bien, de parler mal. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui je ne parle pas vraiment correctement. L'approche interculturelle est un sujet sérieux, important et probablement prioritaire en Guyane. L'approche est privilégiée dans le DPLI, elle est rarement partagée et travaillée ailleurs. Ça fait 8 ans depuis que je suis ici. Oui. Et c'est pour la première fois que je suis participé dans ces cours-là. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de nationalités haïtiennes, et Djouka, Saramaka, et françaises, martiniquaises. C'est bien ici, j'aime bien. L'approche interculturelle passe toujours par le respect de la langue d'origine des usagers. Le fait de venir en atelier apprendre le français ne signifie pas le reniement de la langue maternelle. La diversité linguistique et culturelle est une richesse. Because I'm living here right now and I want to learn to read, to write. I want to learn. It's very important to know because if I go somewhere, I don't know to ask a question and I don't know to answer a question.
So it's very important for me. I can speak a little, yes, with Malu. When I come here, I don't know even to say my name in French. Now I can say where I'm living. Je m'appelle Nandrani Arjun. J'habite 139 Christopher Colomb. J'ai 3 enfants. I can. C'est bien. Merci beaucoup. Ok, merci. À la fin de notre travail de recherche sur l'interculturalité, nous avons défini l'approche interculturelle comme étant la construction collective de la diversité dans un environnement démocratique. Donc, l'approche interculturelle n'est pas un savoir spécifique, n'est pas une nouvelle matière à apprendre. C'est fondamentalement un savoir de base qui pénètre tous les autres, qui est transversal à l'ensemble des apprentissages, qu'on a dénommé, dans le cadre de l'UNESCO, l'apprendre à vivre ensemble. Cet apprendre à vivre ensemble n'est pas une nouvelle matière, c'est apprendre à être autrement, apprendre à faire autrement et apprendre à devenir, c'est-à-dire à vivre différemment dans un environnement vivant. Tous dans la même direction, le rêve à l'unisson, culturellement, différemment. Palam, 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 palam. Mon père est martiniquais, Yeah, girl. et ma mère est métro. Regarde ma couleur de peau, Ouais, girl. elle est café au lait. Depuis la nuit des temps, Yeah, yeah, à composer sans rang, pluriellement parlant, yeah, yeah. est-ce le plus important? Queridos, venimos de Santo Domingo, nos sentimos bien en Falang y Guyana nos da la mano. Hasta luego, yo volveré. Nous-mêmes, nous venons d'Haïti, cher, la Guyane, by nous l'homme. Des grenouilles. Ouais. Donc là, vous m'entendez? Tout d'abord, pour reconnaître et gérer... Tout d'abord... J'espère. C'est conceptuellement là, je l'ai pas. Fatiguée de marcher, alors. Pour une fois, tu vois, c'est pas moi qui. Alors, ça y est, je passe définitivement du côté obscur. Dans un environnement démocratique, Chez le regard clever. Papa et moi, j'ai crié. Prendre en compte apprendre à vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble, c'est ça.